Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Célestin Maritine, auteur de l'ouvrage Les collectivités éducatives au Sénégal, parcours, héritage et perspectives 1970-2019. Témoignage d'un enfant colon devenu directeur national. Célestin Maritine, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports de 2000 à 2019, directeur de l'éducation populaire de 2010 à 2019, année de votre retraite. Vous êtes à ce jour le seul Sénégalais à avoir exercé l'ensemble des responsabilités: moniteur, directeur, président du mouvement associatif, inspecteur de la jeunesse et directeur national. Un peu moins d'un demi-siècle de vie associative. Il faut le faire. Vous avez donc voulu partager le fruit de votre longue expérience dans cet ouvrage que je vous recommande vivement. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir de façon globale sur ce qui vous a poussé à partager cette expérience? Merci Jean-Paul. Alors, comme je l'ai bien indiqué dans l'ouvrage, tout est parti d'abord mon expérience en tant que moniteur de collectivité éducative en 81, directeur en 86, président des CVAV 86 la même année. Ensuite, quand je suis devenu inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, j'ai eu la chance de devenir formateur à l'INSEPS, l'Institut supérieur d'éducation populaire et des sports. Et au cours de mes recherches pour préparer mes cours, notamment portant sur l'inspection et le contrôle des collectivités éducatives, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide par rapport à notre secteur, les collectivités éducatives. Et au fil du temps, mon premier livre, c'était un guide sur le contrôle. Et quand je l'ai partagé avec d'autres amis, directeurs, alors ils m'ont dit, mais toi, avec toute ton expérience, il faut l'élargir. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pu reprendre, en tout cas, beaucoup d'écrits que j'avais faits ou des conférences que j'avais pu donner par-ci par-là. Je n'ai fait qu'une compilation, en tout cas d'une longue réflexion durant tout ce parcours et qui m'a valu cet ouvrage. Je sais aussi en 95, quelque chose comme ça, le ministère avait organisé les assises des collectivités éducatives. Et j'avais l'honneur et la joie de présider la commission chargée du contrôle et de l'inspection. Cela aussi m'avait donné beaucoup d'indications et beaucoup d'orientations pour me dire que ce secteur a besoin d'avoir des archives, des documents pour que nous puissions ensemble le développer. Oui, votre chère épouse, Léonie Marie-Pierre Manet, a vécu 32 ans à vos côtés et partagé beaucoup de temps forts de ce parcours en tant que monitrice de collectivité éducative et âme vaillante. Quel rôle a-t-elle joué? Voilà, merci Jean-Paul. Bon, vous me donnez l'occasion vraiment de saluer et de remercier cette grande dame qui, après mes parents et mes frères et sœurs, a beaucoup contribué à mon savoir-être. Voilà, parce que tout simplement, une dame très simple, une dame très serviable, une dame vraiment qui m'a accompagné dans toutes mes actions. Alors, le rôle, bon, en passant, je le dis, ce n'est pas une révélation, ceux qui me connaissent savent qu'on s'est connus dans le mouvement Cœur Vaillant. Ah, voilà. Là, on s'est rencontrés dans le mouvement. Et après, c'est moi qui l'ai poussé à faire le stage de moniteur. Et bon, du coup, voilà. Il est arrivé qu'on soit ensemble dans une colonie, ou en tout cas qu'elle aille dans une autre colonie, que je sois ailleurs. Mais s'il y a un rôle vraiment qu'elle a joué, c'est surtout cette femme attentionnée qui me comprenait par rapport à beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui se menaient, qui me comprenait par rapport à mes absences tantôt. Oui, parce qu'elle était aussi dans le milieu. Elle était dans le milieu, par rapport à mes absences, par rapport à mes activités, parce que bon, en tant que responsable, on bougeait beaucoup. Mais chaque fois, bon, elle arrivait à comprendre cela et elle restait encore, en tout cas, la femme aimable qui attentionnait par rapport à son mari. Et je crois que ça, c'est important. En passant aussi, elle fait très bien la cuisine. Et vous savez, bon, dans le ménage, une femme qui cuisine bien, voilà,
contribue beaucoup à l'équilibre de son mari. Vous allez nous inviter Mais pourquoi pas? pour goûter à ces mets délicieux. Donc, à vos 100 ans d'anniversaire de mariage, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Quelle est la différence entre patronage, centre aéré, colonie de vacances, camp d'adolescents et camp chantier? Voilà, merci Jean-Paul. Mais permettez-moi d'abord de rappeler un peu la définition de la collectivité éducative. Oui. Alors, c'est un regroupement d'enfants durant un temps bien déterminé pour suivre ou pour réaliser un programme pédagogique bien déterminé et sous l'encadrement d'un personnel qualifié. Bon, on aurait pu développer, mais c'est ça d'abord la définition de la collectivité éducative. Ensuite, dans les différentes formules qui existent, nous avons deux grands groupes. Les collectivités éducatives sans hébergement et les collectivités éducatives avec hébergement. Comme son nom l'indique, les collectivités éducatives sans hébergement, nous avons le patronage et le centre aéré. Le patronage, les enfants viennent uniquement les matinées ou uniquement les après-midi. Le centre aéré, les enfants viennent le matin et rentrent vers 18h chez eux. Donc ils ont le déjeuner à partager. Ça, ce sont les deux formules que nous avons par rapport aux collectivités éducatives sans hébergement. Mais les collectivités éducatives avec hébergement, la plus répandue, c'est la colonie de vacances, où c'est au minimum 21 jours, où les enfants séjournent loin de leurs parents, où les enfants séjournent dans un lieu, dans un cadre, dans un réceptif, voilà, et avec un programme de 21 jours. Nous avons la colonie de vacances, nous avons le camp d'adolescents, parce que la colonie, la tranche d'âge, c'est 7-14 ans. Et à partir de 15-17 ans, ils peuvent aller en camp d'adolescents. Et ensuite, nous avons également les camps chantiers de jeunes. Les camps chantiers, très souvent, c'est les mouvements de jeunesse communément appelés mouvements Folar qui les organisent. Un camp chantier, par exemple, pendant 15 jours, ça correspond à la durée du chantier. Par exemple, ça peut être un camp de reboisement, ça peut être un camp de réfection d'une école, ça peut être un camp de construction, par exemple, de dispensaire. Bon, le camp chantier, voilà, également, c'est une forme de collectivité éducative avec hébergement qui regroupe beaucoup plus les aînés, bon, 18 ans, etc. Alors, nous avons, même au Sénégal, nous ne l'avons pas beaucoup expérimenté, les colonies maternelles. Mais de plus en plus, voilà, nous avons beaucoup de monitrices. Donc, ils sont un peu le parent pauvre du dispositif? Tout à fait. Parce que tout simplement, dans le dispositif du ministère, il n'y a pas encore une formation dédiée à ce genre d'encadreurs qui pourraient les prendre en charge. Voilà, donc, mais la colonie maternelle existe. Il y a des timides expériences qui se font. C'est peut-être parce que c'est beaucoup plus difficile à organiser. Très difficile à organiser. C'est très difficile à organiser, mais bon, on espère que sous peu, voilà, le ministère, en relation surtout avec les encadreurs des cases tout petits, il pourrait peut-être formaliser des stages dédiés à ce genre d'encadrement pour conduire ces activités de colonie maternelle. Un tournant majeur, la promulgation de la loi 79-65 créant l'Institut national supérieur d'éducation physique et sportive, INSEPS, sous la houlette du ministre François Bob. Vous voulez un peu en parler? Merci. Alors, vous me donnez encore une autre occasion de saluer ce grand homme, voilà, dont j'ai eu la chance de connaître mes premiers débuts au ministère, 84. Il était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et justement, pour l'histoire, il a été ancien président, deuxième président du mouvement des Kervins en voyante. Moi, j'en étais peut-être le 9e ou le 10e. Voilà. François Bob, dès qu'il est arrivé, avant lui, les cadres de jeunesse et sport étaient formés en France, à l'INSEP de Paris, plus particulièrement. Que ce soit les professeurs de PS ou les inspecteurs d'éducation populaire et sportive. Alors lui, il a pensé que vraiment cette formation, voilà, ça ne répondait pas réellement à ce qu'il voulait. Il voulait tropicaliser. Voilà, tropicaliser, merci de l'expression, tropicaliser la formation. C'est pour cela qu'il a créé, il a proposé la création de cet institut. Et depuis lors, voilà,
des générations et des générations de professeurs d'EPS sont sortis de l'INSEPS et les inspecteurs sont formés également à l'INSEPS, qui est devenu, à sa création, c'était l'Institut national d'éducation physique et sportive. Maintenant, c'est devenu l'Institut national d'éducation populaire et sportive, pour intégrer toute cette dimension éducation populaire gérée par les inspecteurs d'éducation populaire. Et dans votre ouvrage, vous avez formulé des recommandations, notamment la révision du cadre réglementaire, le renforcement du dispositif d'inspection et de contrôle, la normalisation des outils de suivi, l'extension du contrôle au mouvement de jeunesse, l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs, entre autres. Oui, Jean-Paul. Vous savez, dans ce milieu, malheureusement, nous n'avons que 2 décrets. Le décret 72 049 instaurant les conditions d'installation, d'ouverture et de sécurité dans les collectivités éducatives, et le 81 681 instituant les diplômes d'état de moniteur et de directeur de collectivité éducative. Alors, fort heureusement, et je salue au passage l'actuel directeur de l'animation socio-éducative et de la vie associative, qui a vraiment pris en main cette possibilité de révision des textes, parce que les textes sont dépassés. Non. Si je prends seulement l'exemple de la formation, aujourd'hui, voilà, tout le monde, n'importe qui, je ne voulais pas donner l'expression, peut être moniteur. Alors que l'éducation, vraiment, c'est un processus qui évolue. Alors on a besoin peut-être de moniteurs beaucoup plus éveillés. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, Internet, etc. et tout, tu vois, dans une colonie de vacances, les enfants viennent avec leur tablette qu'un moniteur n'a jamais vu. Alors donc c'est important que les moniteurs soient au diapason. Ne serait-ce que par rapport à ça, l'idée de relever le niveau pour être moniteur, entre autres, ça en fait partie. Les formations également, est-ce que 8 jours, parce que les stages de moniteur durent 8 jours, est-ce que 8 jours ça suffit pour former un moniteur? Quelqu'un appelé à vraiment intervenir dans la vie d'un enfant, parce qu'encadrer un enfant, c'est quelque part intervenir sur sa vie. Une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Les directeurs aujourd'hui, c'est la même chose. Un directeur, voilà, il est gestionnaire, il gère beaucoup d'argent, il est formateur, il est administrateur. Donc, on a besoin de revoir peut-être les modules qui sont dispensés dans ces stages. Voilà autant d'éléments que j'ai proposés. Alors, également, comme vous l'avez dit, relevé, le corps des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, en passant, je salue tous les collègues avec qui on a fait la formation et d'autres collègues que j'ai eu la chance de former. Ben, quand tu es inspecteur régional, par exemple, je l'ai été à Dakar en 2008, mais tu as la mission de contrôler, d'inspecter toutes les collectivités éducatives qui sont dans ta région. Mais sans moyens. Comment ça? En général, souvent, dans les services déconcentrés, nous n'avons que des budgets de fonctionnement. Quand tu dois circuler, je prends une région comme... Vous n'avez pas de véhicule de service? À un moment donné, je ne me rappelle plus à quelle époque, je n'étais pas inspecteur régional, mais il y a un ministre qui a doté, je crois que c'était après la première alternance, c'est à ce moment-là seulement qu'on a pu doter de voitures aux collègues dans les régions. Parce qu'ils doivent sillonner des kilomètres et des kilomètres pour inspecter ces collectivités éducatives. Vous voyez ce que ça fait. Et je crois que c'était un peu dans ce sens-là que je disais qu'il faut les aider, il faut les outiller pour qu'ils puissent vraiment faire le travail qui est attendu d'eux. Entre autres, les colonies de vacances à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. C'est un gros problème, c'est un gros souci. En Gambie, au Maroc, en Tunisie, en Espagne. Figurez-vous qu'il y a même des colonies qui sont allées à Dubaï. Voilà. Donc, c'est important que ces collectivités éducatives-là soient contrôlées, soient inspectées. Parce que déjà, dans un pays étranger, c'est important que l'État, qui a en charge la protection de l'enfant qui est hors du pays, que l'État puisse envoyer ses agents. Tout à fait. Pour qu'ils puissent voir comment ces agents sont, du moins comment ces enfants sont encadrés, comment ces enfants sont nourris. Et c'est important. Voilà. Donc, c'est des
exemples que je donne. Oui, il y a aussi le point sur les enjeux de citoyenneté, d'inclusion et de modernisation. Mais c'est important. Je prends l'inclusion. Aujourd'hui, si tu vois le site de l'agence de la démographie, l'ANSD justement, a révélé que 40 à 42% de la population juvénile sénégalaise, ils ont moins de 15 ans. Et c'est l'âge de nos collectivités éducatives. Mais si nous prenons le pourcentage d'enfants qui bénéficient des collectivités éducatives, c'est 2%. Oui, parce que parfois aussi, c'est une affaire de moyens. Les parents n'ont pas toujours les moyens d'inscrire leurs enfants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que les collectivités éducatives, aujourd'hui, pour y accéder, il faut que ton papa travaille déjà. Donc, la question d'inclusion que je dis là, c'est important que nous puissions massifier ces activités. Que l'État subventionne. Que l'État subventionne, mais surtout l'appel que je veux lancer, c'est en direction des collectivités locales. Ah oui. Collectivités locales. Ils ont la mission maintenant de gérer les activités d'animation socio-éducative. Mais à leur décharge, souvent eux aussi, ils ont même du mal à se gérer eux-mêmes. Donc peut-être le prévoir dans le budget et puis se battre avec vous. Mais non, se battre avec l'État pour qu'il leur donne les moyens. Oui, je veux dire se lier avec vous pour justement... Exactement. Avec nous, c'est plus avec les mouvements à foulard. Moi, la proposition que j'ai faite ici, c'est que chaque collectivité locale peut organiser un patronage. Le patronage ne coûte rien. Tout à fait, tout à fait. Figurez-vous qu'il y a des œuvres organisatrices qui font des colonies de vacances à l'étranger avec un budget de 100 millions. Mais ces 100 millions-là, si c'était des patronages de centres aérés, à Dakar, ça allait rassembler combien d'enfants? C'est vrai. Donc, c'est ça que je dis, l'inclusion. Il faudrait que l'État, le ministère de la Jeunesse et des Sports, encore que le ministère avait dans le passé, j'étais encore au ministère, on avait lancé l'opération Colovac pour tous, qui j'ai entendu dire que ça va être reprise cette année. Colovac pour tous, c'est quoi? C'est pousser les associations dans les quartiers, les mouvements de jeunesse, les collectivités locales, chacun à organiser une collectivité éducative pour les enfants démunis. Encore qu'on a beaucoup d'ONG maintenant qui sont dans le milieu. Si je prends dans la zone de Kolda, il y a beaucoup d'ONG qui organisent maintenant des collectivités éducatives au profit d'enfants dont les parents sont démunis. Peut-être même que ça pourrait aller plus loin, même dans les RSE, les responsabilités sociétales d'entreprise. Je l'ai mis dans le document, ça est dans le document. Oui, tout à fait. On peut aller jusque-là dans le cadre d'une RSE. Je ne veux pas citer de grosses œuvres, mais nous, on a une nomenclature de grosses œuvres de collectivités éducatives qui préfèrent mettre des millions pour peut-être 100 enfants. Mais en parallèle, on doit les pousser dans le cadre de la RSE à financer peut-être un patronage dans un coin lointain de Tambacounda ou de Kédougou. Et je crois que c'est un peu ça que je voulais partager. En général, dans les grandes entreprises, c'est au profit des enfants des agents. Alors qu'ils pourraient peut-être minorer le budget de leur organisation pour en faire profiter à d'autres. J'ai proposé dans le même siège que ça puisse se faire sous forme de bourses de vacances. Offrir des bourses de vacances. Système de parrainage. Système de parrainage. Je crois que c'est important parce que l'éducation des enfants, voilà, c'est pas l'apanage des enfants de Nanty. C'est vraiment, ça doit être pour tous les enfants qui doivent en bénéficier. Et je crois que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai toujours partagé dans le parcours. Et voilà. Qui est là dans l'ouvrage. Avec le recul, quel regard vous portez sur le système éducatif de façon générale et les axes d'amélioration? Alors, moi, ce que je vois, je parle du système éducatif en général. Oui, en général. Parce que pour moi, il y a le système éducatif formel et le système éducatif non formel. C'est-à-dire? Le système éducatif formel, c'est l'apanage des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, sont ces ministères-là où le parcours de l'enfant est sanctionné par un diplôme académique. C'est ça le système éducatif formel. Mais le système éducatif non formel, c'est nous. C'est le ministère de la Jeunesse. C'est l'éducation populaire où les enfants, les jeunes
à travers les mouvements de jeunesse, à travers des activités socio-éducatives, ils reçoivent une éducation beaucoup plus consciente, éducation à la vie, éducation à la citoyenneté, mais qui n'est pas sanctionnée par un diplôme. Alors, moi, le mal que j'ai vu, il n'y a pas une connexion entre ces différents ministères. Je donne un exemple. Oui. À l'époque, j'étais au bureau des collectivités éducatives. À l'heure de comment on l'avait appelé, de journée continue. Oui. Alors nous, on avait imaginé, l'équipe qui était là-bas, la possibilité, avec le ministère de l'Éducation nationale, de dire, le matin, les enfants sont dans les classes, mais les après-midi, ils sont avec nous pour faire des activités socio-éducatives, des travaux d'atelier manuel, des jeux sportifs, etc. Bon, il y a eu des réunions, mais ça n'a jamais pris. J'ai toujours regretté qu'il y ait ce cloisonnement-là entre ces différents ministères. Et je crois que l'éducation est unique. Si on avait réussi à fusionner, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il fallait un seul ministère de l'éducation, un grand ministère de l'éducation. Je n'irais pas jusqu'à le dire. Mais si on arrivait à faire de telle sorte que ces ministères-là se parlent, je crois que, bon, nos enfants auraient un système éducatif entier. Parce que l'enfant, il peut, après ses cours, mener d'autres activités. Et ces activités-là sont proposées par un autre ministère qui pourrait s'appeler ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour celui qui veut acheter ce livre, ça se commercialise à combien et où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Alors, le livre est à 7 000 francs seulement. Oui. Alors, en passant, je félicite et je remercie l'équipe. Une équipe marketing autour de moi, c'est mes jeunes frères en général que j'ai formés. Alors, eux-mêmes, ils se sont appropriés ce marketing-là. Et d'ailleurs, c'est eux qui démarchent tout à fait. Les émissions et tout. Vraiment une équipe que je salue, coordonnée par Ernest Théodore Tine. Alors, donc, Ernest est au 77 656 66 71. Nous avons Mor Mangan, un grand dirigeant de l'association des encadreurs de collectivités éducatives. En passant, vous me permettez de féliciter cette association ASS, Association des encadreurs de collectivités éducatives, qui fête leurs 50 ans cette année. Super. Ils ont beaucoup d'activités. Et justement, un de leurs grands dirigeants, Mor Mangan, est dans cette équipe. Il est au 77 645 97 97. Il y a l'inspectrice Aïssatou Sen qui fait partie des jeunes inspecteurs que j'ai formés, qui s'est proposé à lui-même faire le placement du livre dans le cadre du ministère, de ses collègues. Et nous avons Benoît Mankou aussi qui gère le secteur des mouvements CVAV, Scout Guide, les mouvements d'action catholique. Alors c'est à leur niveau qu'il faudra chercher le livre. Et je recommande ce livre d'abord parce que, comme je l'ai dit quelque part, c'est un livre qui peut intéresser tous les éducateurs. Un livre qui peut intéresser les chercheurs qui sont dans les universités. Parce que ce secteur-là mérite qu'il y ait beaucoup de réflexion, beaucoup de... Et c'est un livre qui intéresse les décideurs. Parce que dans chaque chapitre, chaque fois, je termine par des recommandations en direction du ministère. Il faut chercher à les rencontrer. La ministre m'a déjà rencontré parce que justement, le ministère a promis d'aider dans... Ils vont acheter, c'est déjà dans le circuit. Et j'attends d'avoir l'audience avec elle pour vraiment lui faire un résumé de l'ensemble des propositions qui sont dans le livre. Mais aussi, j'ai demandé au mouvement Afolar d'essayer de voir comment aller vers les collectivités locales. Parce que ces collectivités locales ne comprennent pas encore les enjeux derrière ce type d'activité. Et je crois que c'est important que c'est à eux de porter le plaidoyer, d'aller vers ces collectivités locales-là, pour que dans toutes les zones les plus reculées du Sénégal, encore une fois, qu'on ait un patronage, un centre aéré ou une colonie de vacances. Oui. Célestin Maritine, vous êtes donc auteur de l'ouvrage Les collectivités éducatives au Sénégal, parcours, héritage et perspectives 1970-2019, témoignage d'un enfant colon devenu directeur national. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour ce soir d'info. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.